Bonjour capitaine, bienvenue dans le web de Néo Salva. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui c'est une date importante, hein, on est le 8 mai, voilà, fête de l'armistice, un jour qui tient dans le cœur des résistants et moi pour moi vous êtes Jean Moulin, voilà, vous êtes la réincarnation de Jean Moulin, un résistant français qui se bat pour une noble cause. Il y a deux dates aujourd'hui. Vous avez le 8 mai 1945, oui, bien sûr, qui constitue donc la reddition sans condition de l'Allemagne nazie, oui, où la France, grâce à l'action héroïque de quelques résistants qui étaient très peu nombreux, a réussi à être assise à la table des vainqueurs. Alors parfois, je suis un peu caustique dans mes conférences. Je dis que nous étions les lampistes dans le camp des vainqueurs parce que nous n'avions pas d'armée autonome. Nous avions une armée, certes, qui était donc la deuxième division blindée, qui ensuite, avec l'armée d'Italie, a fait sa jonction pour devenir la grande armée de libération française, bien sûr. Mais cette armée et ses matériels étaient pour partie payés par les Anglo-Américains pour la deuxième DB et pour partie avaient été équipés par Vichy. Parce que c'est Vichy qui avait équipé l'armée qu'on avait en Algérie et qui servira ensuite d'armée d'Italie. Et ça, c'est pour la première date. La deuxième date, qui est, je pense, encore plus importante que celle de 1945, eh bien, c'est Jeanne d'Arc. Et les commémorations, vous avez les fêtes joanniques sur Orléans, et c'est aujourd'hui qu'on commémore Sainte Jeanne d'Arc, qui, rappelons-le, est une des grandes patronnes Elle a, de France, de la elle a France. délivré Orléans aujourd'hui, c'est ça. C'était une bataille très importante, un siège très important. Elle ne gagnera pas tous ces sièges d'ailleurs. Rappelons aux auditeurs que Sainte Jeanne d'Arc arrivera tout d'abord à remobiliser une armée royale pour permettre à un roi catholique de reprendre en fait les rênes de France, qui étaient donc déjà à l'époque sous une forme de joug progressif d'anglais qui était en train de passer à un anglicanisme, puis à un protestantisme, en fait. C'est un point important. Mais Sainte Jeanne d'Arc va chuter sur les murs de Paris. Paris à l'époque, comme par exemple un Paris aujourd'hui au XXIe siècle, est un Paris qui a été déjà occupé par les forces d'influence angloises. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans toutes les grandes métropoles du monde, et Paris en fait partie aussi? C'est plus une occupation, on va dire, physique, c'est une occupation mentale, une tutelle idéologique qui s'est emparée en fait des grandes villes, et Paris n'échappe pas à la règle. Voilà. Malgré 600 ans, 6 siècles après Sainte Jeanne d'Arc. Donc Paris doit être aussi libéré, c'est ça que vous voulez dire, mon capitaine. Si avec Paris, toute la France devrait être libérée. De toute façon, les Français doivent se libérer d'abord dans leur esprit de cette tutelle idéologique qui leur fait croire que la France se résume à un petit résidu historique qui s'appelle la République française. Non, la France n'est pas la République, ce n'est pas que 235 ans d'histoire, c'est aussi et surtout 1400 ans de royauté, certes, mais de royauté avec le roi en tant que lieutenant de Christ, c'est-à-dire un régime catholique, tout simplement, qui a reconnu donc le Christ comme le véritable roi de France. Le véritable roi de France, c'est le Christ. Les rois incarnés, les rois très terriens, ne sont que des lieutenants de ce Christ. Des lieutenants. Et d'ailleurs, Sainte Jeanne d'Arc nous rappelle, j'en discutais sur Twitter aujourd'hui avec Stanislas Berton, que je salue. Il a toujours des livres très Salut intéressants. Stanislas, il est de Lunéville, hein, il est de Lorraine, hein, il n'est pas loin de chez nous. Hein. D'accord. Et donc j'en discutais pas, c'était des échanges c'était des tweets en fait. Et effectivement, la triple donation, et c'est quelque chose de très important, la triple donation, qu'on avait d'ailleurs jadis représenté sur l'initiative désormais interdite des francs libres en 2022. Magnifique billet. Il y avait même Jean Et Moulin, il me semble. dessus, Hein. on avait redessiné dessus justement la triple donation. Parce qu'en fait, la triple donation est un symbole très important. J'expliquais à l'époque aux personnes qui voulaient bien assister aux conférences et croire ce que je leur disais également, que la triple donation, c'était ce qui a permis à une époque à la France
et notamment à son roi catholique qui était qui était sous influence, qui était en perte de pouvoir, qui n'avait pas l'allant, l'ascendant nécessaire pour reprendre le contrôle d'un territoire et le rendre de nouveau unitaire. C'est la triple donation qui, de façon très, très symbolique, mais en fait très puissante, parce que la matière procède de l'esprit. C'est l'esprit d'abord, c'est la matière ensuite. Donc, quand on se met en fait à adopter ces règles d'esprit, qui sont d'abord notamment, enfin, il y a les vertus théologales et cardinales, mais parmi toutes ces vertus, il y a quelque chose qui est très important, qui est l'humilité, l'humiliation. L'humiliation à l'époque, c'était vous prenez un saint roi qui s'appelait le prud'homme, qui était donc Louis IX, Saint Louis. C'était un roi qui avait la capacité d'auto-humiliation permanente, avec la capacité d'enlever sa couronne sainte d'or et de diamants, et le soir de mettre une robe de bure et d'aller pieds nus donner à manger aux indigents dans la rue. Et cette humiliation, eh bien, le roi en a été capable sous Sainte Jeanne d'Arc. Elle lui a, avec la première donation, c'est pour ça que le 8 mai est important, parce que c'est lié aussi à cette symbolique de la triple donation derrière, de Saint-Benoît-sur-Loire. Jeanne lui a demandé au roi qu'il lui transmette son royaume, et donc par cette transmission à Jeanne, avec ses secrétaires particuliers, c'est-à-dire que ça a été fait sous huissier. Vous voyez, le royaume a été transmis à Jeanne, mais de façon normée, de façon juridique. Première donation. Jeanne ensuite transmet en donation à Dieu et au Christ la France. Et ensuite, par son intercession, Jeanne déclare que Dieu rend le royaume de France au roi parce qu'il a eu la capacité de s'humilier, parce qu'il a eu en fait une grande humilité qui est une vertu très importante pour un régnant, parce que un grand pouvoir demande une grande humilité et un grand service aux autres. Donc maintenant, si on fait le rapport avec ce que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas à 100 lieues, nous sommes à 1 million de lieues de ce que fut cette page glorieuse de l'histoire de France. Quand on voit maintenant les Macron et tout l'aéropage de nullité autour de Macron, on comprend combien la France est tombée bas et combien elle va encore tomber plus bas. Bien sûr. Alors, pour revenir à sa Jeanne d'Arc, elle est fêtée en France le deuxième dimanche de mai. Donc, nous, avec notre association, on va justement fêter Sainte Jeanne d'Arc dans le coin de Metz, là-bas. Voilà, donc on va rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc, hein, comme tout patriote, comme toute personne qui aime la France, qui aime son histoire et puis aussi qui aime Dieu. Hein. Alors, on va rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc. Et je vous fais remarquer, cher ami, que Sainte Jeanne d'Arc, dans les années 20, a été reconnue, alors c'est une sainte patronne de France, mais elle a été reconnue comme sainte patronne de France aussi par la République. Ça ne manque pas de sel. Ah ouais, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein. C'est cette jeune fille qui avait à peine 17 ou 18 ans, qui se retrouve à la tête des armées françaises et qui libère la France du joug de la franc-maçonnerie quelque part, hein, et de l'Angleterre. Bah, c'est un miracle. Hein. Ce serait peut-être un jour, effectivement, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie spéculative n'existait pas encore à l'époque. Mais effectivement, il y avait cette Angleterre qui était, n'oublions pas, aussi pour partie d'ascendance française, qui aurait pu garder en fait un catholicisme une fois en Angleterre, mais qui est devenu progressivement un anglicanisme, avant de devenir ensuite de façon moderne un protestantisme, qui allait être aussi une des portes, une des voies d'accès à la franc-maçonnerie. On peut parler de la Révolution anglaise au XVIIe siècle, ça ne sera que 2 siècles plus tard. Hein. 2 siècles plus tard, il y aura la Révolution anglaise qui fera tomber le roi, qui mettra en place une monarchie parlementaire et qui ouvrira ensuite la voie justement aux franc-maçonneries, à l'installation plus tard des financiers, des globalistes qui vont déjà s'installer dans la City. City qui en fait donnera en fait la City n'étant qu'un droit extraordinaire qui sera concédé à ces financiers qui avaient financé les vainqueurs en fait. Ils auront financé les vainqueurs dans un futur, 2 siècles plus tard. Et de cette victoire, parce qu'ils ont financé les vainqueurs, ils auront un droit extraordinaire, qui sera d'être cité dans la cité. Comme aujourd'hui, quelqu'un m'a fait remarquer, par exemple, c'est marrant, on a un parlement autonome dans le Parlement européen,
qui représente simplement les questions juives. C'est intéressant. Je l'ignorais. C'est vrai que la question juive, elle se pose en ce moment, parce que quand on écoute un petit peu les médias, ils sont tous orientés vers Israël. C'est-à-dire ce que Israël fait, c'est cautionné et ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Palestine. Voilà. Une question sioniste que juive. Parce que, comme je l'ai rappelé dans une dernière vidéo à des amis, on a la chance, nous catholiques, de disposer en fait entre guillemets, d'un arsenal théologique, mais qui est aussi un arsenal normatif, et un arsenal spirituel aussi, mais qui nous fait entrevoir en fait que le catholicisme est un maillon. C'est un maillon, vu qu'on reconnaît la Sainte Bible, un maillon avec l'Ancien Testament que nous partageons avec les Juifs. Donc ça nous rapproche. Tout à fait. De toute façon. Et je ne parle pas du Talmud, hein, bien sûr. Je ne parle pas de tout ça. Non, de l'Ancien Testament, voilà. C'est pas pareil. Hein. Et j'en parlais récemment en rappelant que le catholicisme est aussi un maillon parce que, vu que nous révérons la personne divine de Jésus-Christ, notre Seigneur, là, par contre, beaucoup de juifs ne veulent pas en entendre parler, plutôt des juifs talmudistes, des juifs pharisiens. Par contre, là où on a une porte de sortie par rapport à la situation vraiment très, très dangereuse dans laquelle nous allons bientôt rentrer, c'est que ce maillon que nous établissons avec ceux qui nous ont précédés, les Juifs, par l'Ancien Testament, nous établissons par la personne de Jésus-Christ également et par la Vierge Marie un maillon, cette fois-ci aussi avec les musulmans. Tout à fait. Ce qui peut permettre en fait aux catholiques d'être en fait les véritables arbitres, le maillon essentiel d'une situation qui va, je pense, se détériorer. Et la clé sera un retour à notre tradition primordiale. Et la tradition primordiale française est une tradition catholique. En tout cas, est-ce que tu penses, selon toi, capitaine, que les musulmans peuvent être notre allié dans le combat qui se joue actuellement vers le nouvel ordre mondial? Le problème de l'islam actuellement, c'est qu'un islam qui s'est développé, qui s'est épanoui dans un terreau français très permissif, et cette permissivité a été permise par la République qui se disait, tiens, on va utiliser les musulmans pour différentes choses. Tout d'abord, pour importer une immigration pas chère, permettant au patronat de faire tourner les usines moins chères et de ne plus embaucher les Français qui sont, par exemple, qui réclament des niveaux de vie plus élevés. Ça, c'est dans un premier temps. C'est plus le cas maintenant. On va les mettre en France sur la même terre. Et il y a un projet globaliste qui s'appelle, vous le savez bien, qui s'appelle Eurabia. Donc, ils ont voulu importer massivement des immigrés plutôt arabo-musulmans, un peu turco-musulmans et un peu afro-musulmans, un petit peu, pour servir en fait cet agenda globaliste. Parce que derrière, il ne faut pas voir le musulman comme admettons, l'alpha et l'oméga de nos problèmes. C'est pas ça. C'est que ce que ne comprennent pas la plupart des droitardos, ce que j'appelle les droitardés, parce qu'ils sont attardés à droite, les droitardés sionistes, c'est qu'en fait, tout ceci en fait est un plan qui a été mûri et qui bénéficie d'une logistique financière, plus qu'une logistique, une permissivité à très haut niveau, au niveau des strates, on va dire, supranationales, supragouvernementales. Donc le musulman a été au début invité de façon très vive, avec des grosses incitations à venir sur le sol. Ensuite, ils s'en sont servis donc pour plusieurs choses. Maintenant, je pense que les globalistes conservent les musulmans comme un détonateur possible si demain ils ont besoin, je dis bien besoin, pas envie, mais besoin, de déclencher une guerre civile sur ce sol, parce qu'ils se disent les musulmans sont tellement éloignés par rapport, entre guillemets, aux Français de souche, le Français de souche qui était plutôt en fait un Européen de race blanche, voilà, et en France de culture hellénique, de culture romaine, de culture celtique. Voilà, c'est ça le français, en fait. Il n'est pas judéo-chrétien, voilà, ça c'est ce qu'on nous fait croire. Non, il est plutôt romano-chrétien ou gréco-romain chrétien, c'est juste. Voilà, helléno, romano, celtico, parce qu'il y a du celte aussi en nous. Oui, bien sûr, oui, la Bretagne, bien sûr. Le catholicisme, par exemple, c'est syncrétisé avec des rites païens ancestraux, c'est adapté à ces rites pour en fait s'adapter aux populations et faire en sorte que le syncrétisme
fasse que l'évangélisation se fasse beaucoup plus vite et de façon beaucoup Bien plus sûr. douce. En fait. Chaque fois on dit le catholicisme, c'est l'Inquisition. Non, c'est pas que ça. C'est aussi un syncrétisme magique qui a permis d'amalgamer en fait certains rites, de les transformer pour ne pas être en opposition ensuite et créer des guerres permanentes. On ne peut pas créer des guerres au nom du catholicisme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, bref. Mais pour revenir aux musulmans, c'est un point très important. Tout d'abord, c'est des personnes qui ont bien la nationalité française, qui ont parfois une tutelle idéologique, un socle linguistique et un socle culturel différent. Mais la plupart que moi j'ai pu croiser étaient des gens qui parlaient un français qui était plutôt intégré, mais pas assimilé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, L'intégration oui. globaliste, c'est en gros, je t'intègre, garde ta communauté, garde tes traditions, garde tes vêtements, garde tout. Ça, c'est l'intégration. Donc, tout a été fait pour saboter le logiciel d'assimilation français, pour Ouais. qu'il soit simplement intégré en tant que communauté. Mais le multiculturalisme à l'américaine ne marche pas en France, donc ça pourrait nous péter à la gueule. Donc le jour où ça va péter, parce que moi je pense que ça va péter, on doit envoyer ce message en fait à nos concitoyens de confession musulmane également, en leur disant attention, si vous versez dans, on va dire, dans les affres, les bas-fonds de la colère, de l'affrontement, de toutes ces choses-là, de la guerre, fondamentalement, vous y perdrez. Il faut absolument faire la part des choses entre des extrémistes absolus, de tout poil d'ailleurs, des extrémistes de partout, qui veulent la guerre pour la guerre et qui veulent créer des communautés hyper unitaires pour mener ces guerres. Donc, par exemple, si vous avez 1%, 2%, 4%, 5% de musulmans radicaux, vraiment radicaux, qui prennent parfois, par exemple, ils prennent le Coran et ils le retournent complètement, comme par exemple aujourd'hui, beaucoup de talmudistes juifs, par exemple, prennent l'Ancien Testament et le retournent, ou prennent le Décalogue et le piétinent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi ça chez les musulmans, c'est-à-dire des radicaux qui prennent le Coran, en font ce qu'ils veulent, pour À ensuite leur manière. Mm. voilà, en faire un outil guerrier. Ok. Mais il faut simplement dire à ces populations, vous êtes en grand danger. Nous, Français, sommes en danger. Français de souche, catholiques, on est en danger. D'accord? Mais vous, les musulmans, vous êtes également en danger. Et vous, les juifs, vous êtes également en danger. Les juifs sont en danger parce qu'ils ont une partie de leur population, plutôt leurs élites, qui sont conduites par des élites messianiques et plutôt pharisio-talmudéennes. C'est ce que je veux dire? Okay, donc, ils sont en danger à cause de ça. Les musulmans sont en danger à cause de certains de leurs extrêmes qui vont en fait en faire ce qu'ils ne sont pas. Et nous, les catholiques, sommes en danger tout simplement parce qu'on a la République comme ennemi majeur. Et la République a très vite compris, depuis le début d'ailleurs, que le seul combat qu'elle devait mener, c'est pas contre les hommes, les femmes, différentes choses, c'est le combat de l'esprit, c'est le combat de l'éducation. Et ce combat de l'éducation passe par le socle moral et le socle spirituel. Et donc, il fallait abattre le catholicisme. Et comme ils n'ont pas réussi à abattre le catholicisme, ils ont tout fait ensuite pour l'infiltrer et pour transformer ce catholicisme progressivement en autre chose, d'où des tentations actuellement schismatiques au sein même de ce catholicisme, où malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de catholiques ne se retrouvent plus dans le discours et dans les décisions, entre guillemets, politiques du pape François. Oui, bien sûr. On voit bien qu'il y a une sorte de schisme entre les catholiques tradis d'un côté et les catholiques qu'on appelle, on va dire, Concile Vatican II, conciliaire. Voilà. Conciliaire. Entre le modernisme et ce qui est de la tradition. Voilà. Le trône de Pierre doit être reconnu comme tel, le pape doit être reconnu pour ce qu'il est. Mais j'invite par exemple les auditeurs, tes auditeurs, à aller voir la dernière série Netflix. Alors moi j'ai tenu 24 minutes, hein, après j'ai dû arrêter, parce que la dernière série Netflix qui parle de deux papes, two popes, deux papes, parle en fait de ce qu'était Benoît XVI et de comment en fait Bergoglio est arrivé en tant que pape. Oui. Et en fait, je soupçonne Netflix d'avoir totalement transformé cette histoire pour faire gober à tout le monde qu'il est tout à fait normal qu'il y ait deux papes. Non, c'était normal, c'est pas possible. Enfin, ça a existé dans l'histoire du catholicisme, hein, deux papes, bien sûr. Hein.
mais tous les papes n'ont pas été irréprochables. On peut parler des Borgia, par exemple. C'était loin d'être irréprochable. D'accord. Donc, parfois, les papes sont faillibles. Voilà, ce sont des hommes, mais ils ont été choisis. Alors, mais est-ce qu'on ne doit pas les juger pour leurs gestes et leurs mots? Bon, pour l'instant, il y a beaucoup de questions qui se posent sur François. Beaucoup de questions. On sait c'est qui les propriétaires de Netflix. On peut s'attendre quand même communément à changer un petit peu l'histoire à la façon woke ou à la façon de ce qui se passe actuellement dans les médias. Hein. Voilà, la vérité n'est pas sur Netflix. Ouais, mais le wokisme, en fait, n'est qu'une arme. C'est pas, en fait, une philosophie en soi, et c'est encore moins un agenda. C'est juste un petit instrument, une petite arme au service d'une équipe qui, elle, a un vrai agenda caché. D'accord? Le wokisme ne va servir, en fait, qu'à avancer avec un énième masque, comme les mondialistes sataniques ont avancé avec le masque des illuminés dans un premier temps, le masque des francs-maçons également, puis le masque des libéraux. Bon, maintenant, c'est le masque aussi du wokisme LGBT+, QIA, Alternative 44, enfin, bref, toutes ces conneries. C'est avec ça qu'ils avancent. Mais au fond, l'essentiel est où? Il est dans le combat eschatologique et derrière, en fait, le combat religieux. C'est ça, en fait, qui est la véritable matrice. Et dans ce combat religieux, je salue Alain Escada de Civitas International, qui nous a aidés encore aujourd'hui à mettre en évidence la réalité du combat, sa véracité. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, je vous rappelle que le président américain jure sur la Sainte Bible. Il jure sur prête serment sur la Sainte Bible. Cette Sainte Bible, notamment dans la partie Nouveau Testament, qui concerne tous les chrétiens, comme vous le savez, est susceptible d'être taxée d'antisémitisme. Oui, parce qu'on fait l'apologie un petit peu d'Israël et surtout des pharisiens qui n'ont pas suivi le Christ. Et qui fait ça, comme le rappelle Alain Escada? Eh bien, c'est l'association internationale, je crois, en mémoire de l'Holocauste. Pour l'interdire. Ils peuvent corriger quelques pages en changeant les textes. Voilà. Non, c'est de l'interdiction pour ensuite de la persécution. C'est la deuxième étape. Pour ensuite, on interdit, on persécute, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On détruit complètement. En attendant, Alain Escala, il a pris la parole, hein, d'ailleurs, en expliquant ça. Il a demandé que les chrétiens bougent, se manifestent. Voilà. En France, on n'est pas en reste, hein, avec État profond. La France, en fait, est l'échelon. Elle est la clé, je crois. Elle est la clé de l'État profond, la France, non? C'est une clé de voûte multiple, en fait. C'est une clé de voûte sur la voûte géopolitique qui permet aux États-Unis d'Amérique de s'arrimer en Europe et d'avoir la France comme l'Isthme et le Finistère, qui permet aussi d'avoir une sorte de grand porte-avions arrimé sur le continent eurasiatique. Ça s'appelle la France. Et la France est un pont entre deux univers. Il a un pont avec l'atlantisme d'un côté et un pont avec l'Eurasie. Ça se passe en France. Donc ça, c'est la première clé de voûte. Après, il y a une deuxième clé de voûte qui est une clé de voûte sur ce que nous sommes. Nous avons été pendant 14 siècles la finée de l'Église. Ça fait que 200 ans qu'on l'a oublié, enfin 235 ans. On va redevenir, dans pas longtemps, la finée de l'Église. On va le redevenir. Et si on ne le redevient pas d'ailleurs, on se sera écarté de notre épreuve collective. Et de revenir, en fait, dans le sillage de Dieu, si vous me permettez l'expression, et de réaffirmer, en fait, la prééminence du Christ, tout d'abord en France, en tant que roi de France, mais ensuite sur terre. Et c'est simplement un message d'émancipation. C'est un message de libération. C'est-à-dire que d'emblée, si tous déjà sur terre, on se mettait à appliquer le décalogue, je pense qu'on réduirait les guerres de 95%. Et pareil pour la plupart des insanités, incivilités, agressions, tout ce qu'on peut subir au quotidien, en fait. Tout ce qu'on peut subir au quotidien. Et donc, on pourrait, de ce droit naturel, en refaire une règle. Et d'ailleurs, notre droit moderne est censé s'inspirer lointainement de tout ça. Il se dit s'inspirer d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC, qui fournit en fait la clé de voûte de la constitutionnalité française. Mais en fait, cette DDHC, elle est d'inspiration chrétienne. Mais on s'inspire du Christ, mais en même temps, on le repousse. Quand vous dites, par exemple, je suis en 2024 de notre ère, non.
vous êtes en 2024 après la naissance du Christ. Il y a après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc l'ère moderne, le véritable maître des horloges, c'est pas Macron avec son horloge Wish qu'il met sur son bureau pour faire croire qu'il est le maître des horloges. Il est le maître de que dalle en fait. Le véritable maître des horloges, c'est le Christ. C'est lui en fait qui nous a fait, qui est encore à la manœuvre et qui nous demande d'agir. Mais pas agir uniquement que par la prière ou que par la contestation interne. Nous devons redevenir un peuple uni qui clame qui il est et ce en quoi il croit, qu'il le clame et qu'il agisse pour faire ensuite, pour apporter la démonstration manifeste de ce que ça peut apporter comme bienfait. Comme bienfait. C'est bienfaiteur, c'est pas malfaiteur, c'est bénéfique, ce n'est pas maléfique. Donc tout est en train de se polariser. Tout est en train de lentement se polariser, en fait. Et nous sommes au milieu de cette polarisation. Maintenant, les peuples du monde, et les peuples de France aussi, parce qu'il y a des peuples en France, il n'y en a pas qu'un, mais bon, la Révolution française a voulu réduire ça à un seul peuple. Il y a des peuples réunis en nation française, héritière d'une civilisation. Cette civilisation française doit se positionner dans cette polarisation qu'on va subir et qui va s'accélérer. La polarisation va s'accélérer avec la guerre. La guerre est un accélérateur de polarisation. Mais en parlant de la guerre, justement, là, on a entendu Emmanuel Macron, il y a quelques jours, il a parlé d'envoyer des troupes en Ukraine. En fait, il a réédité ce qu'il avait dit il y a quelques semaines. Donc là, ça devient vraiment officiel et apparemment, il y aurait eu une légion étrangère qui est déjà à Odessa, apparemment. Je dois encore vérifier cette information et je vais essayer de la vérifier par la bande, entre guillemets, ce qu'on appelle la bande, c'est-à-dire c'est la bande intérieure ou la bande extérieure, c'est toutes les personnes qui sont encore dans les forces armées et que j'ai pu côtoyer qui me confirmeront ça, parce que c'est quand même une information capitale. Mais ce n'est pas une information capitale pour déstabiliser le régime. Bien sûr que le régime actuel pourrait être déstabilisé par cette information capitale, parce que ça voudrait dire en fait que le régime est complètement mort. En fait. Les institutions républicaines sont totalement mortes, ce que je pense, mais on n'a pas encore la preuve manifeste. Si Emmanuel Macron a envoyé des troupes, des militaires, donc c'est pas des consultants, c'est pas des... Oui. Souvent, Voilà. les là, grandes puissances viennent ouvrir les théâtres militaires en envoyant des consultants. Bon, là, ce ne seraient pas des consultants, ce sont des compagnies et des régiments à part entière. Si tel est le cas, ça ne passe pas inaperçu. C'est-à-dire que la plupart des militaires qui sont encore sur le territoire français le savent. Ils en parlent à la popote, ils en parlent au café. Donc, moi, j'ai entendu l'information comme tout le monde. Je ne l'ai pas encore recroisée. Je ne sais pas. Donc, je vais voir auprès de certains légionnaires que je connais, parce qu'il y a la maison Légion aussi. Hein, il y a toutes les maisons. Donc, chez les légionnaires, il faut qu'on puisse voir si c'est du A1, ce qu'on appelle du A1, c'est-à-dire c'est source fiable et information fiable, voilà, parce que ça peut être aussi du baratin, quoi, hein. Mais ensuite, quand nous verrons beaucoup d'horreurs, parce que les horreurs vont se multiplier, les horreurs en Ukraine sont abominables, ce qui se passe à Gaza est abominable, mais ce n'est qu'un prélude. Ce n'est qu'un prélude de ce qui pourrait nous arriver ici en Europe. Donc, le seul conseil que je puisse donner à la plupart des personnes qui nous regardent ce soir, c'est si vous voulez vous faire un cadeau à vous, et un cadeau à vos enfants, et un cadeau à vos familles, les sacrements vont vous aider. Rallumer la foi en vous, tout d'abord, va vous aider. Ensuite, les sacrements vont vous aider et vont vous permettre de tenir dans l'adversité, de tenir dans l'obscénité, de tenir dans la perversion, de tenir dans l'horreur, tout simplement. Tenir dans l'horreur, pour ne pas devenir fou. Alors, capitaine, j'ai entendu un petit peu que quand même vous êtes animé par cette foi catholique. Est-ce que le fait d'être catholique, ça vous a ouvert l'esprit, ça vous a fait comprendre un petit peu le combat qu'il y a entre le bien et le mal? Complètement. C'est-à-dire qu'avant, j'avais mon cursus académique qui était de bonne qualité, cursus public, puis cursus militaire à Saint-Cyr, cursus géopolitique, cursus droit public, cursus école de commerce. Républicain. Voilà, autant de cursus qui nous permettent en fait d'avoir
on va dire, c'est comme une sorte de logiciel de perception de tout ce qu'on a autour de soi. D'accord. On comprend bien qu'il y a un problème, mais on arrive à la matrice du problème quand on enlève les voiles géopolitiques, puis les voiles juridiques, puis les voiles politiques, et qu'on en arrive en fait aux véritables intentions religieuses qu'il y a dans la plupart des êtres humains. Qu'on soit croyant ou pas, on se définit toujours par rapport à Dieu. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Vous voyez. Mais Dieu est toujours là, en fait. Et d'avoir eu la chance de recroiser un membre de ma famille qui m'a invité sur ce chemin pour redevenir catholique. Ça a fait un petit peu comme entre guillemets comme Saint Bernard de Clairvaux. Je n'ai pas la prétention d'être Saint Bernard de Clairvaux, loin de là, mais je le dis souvent en conférence, c'est que je me suis mis à croire, et c'est à partir de là que j'ai compris. Et c'est pas le contraire. C'est pas de comprendre qui nous fait croire. C'est quand on se met à faire preuve d'humiliation pour arriver à l'humilité, là on se met à se dire je suis rien en fait, je suis pas grand chose. Nos existences sont dérisoires. Elles sont à la fois sublimes mais dérisoires. Voilà. À partir de là, il y a forcément quelqu'un qui est tout puissant, qui est tout sachant, qui est tout potent, voilà, enfin tout puissant, et qui est donc est bien supérieur à moi, mon existence, et voire même qui pourrait être à l'origine de mon existence. Et donc là, c'est la mort de l'orgueil. Alors l'orgueil revient toujours, hein, on est des humains, mais c'est quand même la petite mort, une petite mort individuelle, une petite mort à soi, mais c'est en même temps une mort de l'orgueil, ce qui permet de renaître différemment en se disant je vais renaître en fait pour agir au service d'eux, au service de Dieu, au service du Christ, et surtout, enfin, eux d'abord. De la vérité, au service de la vérité. Au service de la vérité, mais après on est des humains. Donc la vérité c'est beau, et je vous dirais, Kant avait les mains propres, mais n'avait plus de mains. Donc servir la vérité, oui, mais il faut servir les humains. Il faut servir nos confrères et nos consoeurs. Il faut être dans une action réelle. Il faut utiliser la puissance du spéculare, de la pensée, de la projection pour certaines choses, bien sûr, mais ensuite il faut se mettre les mains dans la glaise. Il faut se mettre les mains dans la boue. Ou les mains dans la paille. Parce que je sais que dernièrement, vous vous êtes beaucoup battu pour ceux qui font vivre la France, qui nous donnent à manger, c'est les paysans. Oui. Vous avez mené un combat héroïque avec les paysans. Vous êtes allé. Je porte ce polo pour justement pour les paysans qu'on a aidés. Alors, ça s'appelle BRA, bras. Donc, il faut des bras pour aider les paysans. Il manque un S, hein, mais BRA veut dire bénévole résistance agricole. Bénévole résistance agricole. Et donc, tous ces polos-là, on les a produits et on est en train de les offrir. Donc, c'est gratuit à toutes les personnes qui ont levé la main et qui ont fait preuve d'un supplément d'âme, d'un supplément de conscience, en disant « je veux aider l'agriculteur qui demain, lui, va m'aider et me faire vivre ». Et donc, ma belle-sœur et mon beau-frère, ils sont agriculteurs. Là. Je leur passe le coucou, ouais. Ils vous aiment bien, hein, ils m'en parlaient de vous. C'est anecdotique, mais on espère que par ce petit exemple, il y ait d'autres exemples derrière. Donc, on a essayé d'organiser la démarche à travers la cagnotte de la résistance agricole. Donc, les gens peuvent toujours verser un petit peu s'ils veulent. L'engouement est redescendu, malheureusement. L'engouement est redescendu, pourquoi ? La plupart des Français, en fait, étaient très sensibles à l'agriculture, parce que, bon, on vient tous de l'agriculture, dans un premier temps. Bien sûr, c'est notre nourriture, hein, ça nous nourrit. 90% agriculteurs, ou venant de la paysannerie, donc des pays de France, vous voyez. Mais en fait, cet engouement est tombé parce que les Français veulent un changement au fond d'eux. Et dès qu'ils se sont dit, bon, est-ce que ça va passer par les bonnets rouges ? Ben non, c'est resté en Bretagne. Bon, est-ce que ça va passer par les gilets jaunes ? Ah, peut-être. Est-ce que ça va passer par les antipasses ? Peut-être, et ainsi de suite. Et c'est arrivé récemment sur les agriculteurs, les paysans. Et les Français ont jeté leur dévolu sur les paysans parce qu'ils se sont dit, c'est eux qui sont la clé. Et je le dis, ils sont la clé. Ils sont une partie de la clé. À l'époque, où je disais aux agriculteurs, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous aviez, par exemple, l'idée saugrenue de bloquer le périphérique parisien et Rungis, le régime tombe en 3 jours.
Et oui. Et donc, au troisième jour, vous auriez eu gain de cause dans tout ce que vous demandiez. Mais sauf qu'ils n'ont pas bloqué le périph' et ils n'ont pas bloqué Rungis. Après, il y avait l'idée saugrenue numéro 2, où je leur disais, vous savez, les CRS, ils font rien face à un tracteur de 500 chevaux. Ouais, on a vu ça. Et même les véhicules, Tracteur, c'était l'idée saugrenue numéro 3, même les véhicules blindés, vous mettez deux tracteurs de 500 chevaux, deux chargeuses, vous le retournez comme un scarabée sur le dos. Donc, c'est pas ça la clé. La quatrième idée saugrenue était de leur dire à l'époque, mais vous savez, si vous aviez l'idée d'utiliser les porte-chars qu'on utilise par exemple chez les poids lourds qui voulaient aussi faire la grève, enfin qui voulaient rentrer dans la danse, et que vous mutualisiez votre logistique, porte-chars d'un côté, tracteur de l'autre, ben vous pouviez mutualiser vos moyens, vos efforts. Et là, vous montiez véritablement une force logistique capable de manœuvrer, capable d'entamer un bras de fer avec le pouvoir pour que le pouvoir vous donne ce qui vous est dû. Ce qui vous est dû. Là, ils ont entamé un bras de fer spéculatif. Alors, c'est des réceptions, c'est je t'envoie des missiles en vidéo, c'est je t'envoie... Mais ça sert à rien. Les gouvernants ont déjà leur agenda, ils en ont rien à foutre. Eux, en fait, ce qu'ils comprennent, ces gens-là, c'est le langage du rapport de force. Et même certains parmi eux sont tellement pervertis que même, je pense, vous leur tordriez le bras, ça leur ferait plaisir. Vous voyez à quel niveau de perversion on est arrivé? Donc, il fallait faire ça. Donc, je rends hommage à tous les bénévoles de la résistance agricole qui recevront ce joli polo que je porte pour les remercier, tout simplement, de prendre du temps, de mettre du gasoil dans une voiture et de la sueur ensuite pour aller aider les paysans. Je reconnais dans beaucoup de CSP en France, la démarche a été suivie et je les en remercie. Tous les membres des CSP, tous les Français qui sont membres des CSP, ils ont vraiment suivi ce que je leur ai demandé de faire, c'est-à-dire de ne pas attendre, de tout de suite, aller aider les paysans, tout de suite, parce qu'ils sont en train de crever. Et il leur faut un soutien moral. Il leur faut aussi un soutien de bénévoles avec des bras. Pourquoi? Parce que le paysan, souvent, il est arrivé à cause de la concentration, à cause de la dérive machiniste, de la dérive chimique, différentes choses, à une ultra-concentration qui correspond en fait à l'ultra-concentration du capital. Donc, il devient de la monoculture. Mais souvent, ce qui faisait vivre, s'il y avait des retournements de tendance, les agriculteurs à l'époque, les paysans, c'était la polyculture ou une forme de polyculture. Et donc, cette polyculture, on n'en a plus. Ils n'ont plus le capital et les bras, parfois pour simplement revaloriser certaines terres qui pourraient devenir des terres de polyculture. Donc, il en faut des bénévoles. Et ça a marché. Là, je suis en train de travailler sur une ferme dans le Mâconnais, que je salue également, une famille que je salue, que j'ai eu hier au téléphone. Ils ont tellement eu de bénévoles qui nous ont aidés à faire des semis, à faire différentes choses, que là, maintenant, ils se posent la question en disant, mais est-ce qu'on va réussir à vendre tout ce qu'on va produire? Vous voyez? Oui. Donc, c'est top. Cette initiative était arrivée au bon moment. La cagnotte a bien marché. Ça a pu lever toute une armée de bénévoles. Alors, une armée de bénévoles, on doit être entre 500 et 600 bénévoles, ce qui est déjà pas mal. C'est beaucoup quand même. C'est pas mal. Mais c'est rien par rapport aux 69 millions de Français. C'est rien. Oui. Oui, mais bon, les 67 millions de Français, capitaine, vous savez très bien qu'ils ont aussi leurs préoccupations, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ils ont des enfants, il faut qu'ils s'en occupent. Mais déjà, ça en a trouvé 500 à 600 bénévoles actifs pour aider pour aider l'agriculture. Bah, je dis chapeau quand même, je veux dire. Allez, vous êtes quand même à l'initiative de ça, hein, bravo. Ouais, mais chapeau à eux, chapeau à eux. Moi, voilà, c'est l'initiative. Moi, je suis initiateur, j'initie les choses. Parfois, c'est des trucs mauvais, ça marche pas. Parfois, c'est des trucs bons, mais je suis là pour faire. Voilà, je suis là pour en tout cas, vous êtes quelqu'un qui reste pas en place, qui a toujours des idées, qui veut toujours bien faire, qui veut toujours aider son prochain et qui veut toujours sauver la France. Voilà, ça c'est dans votre cœur, ça c'est l'esprit, c'est l'esprit de vérité qui est à l'intérieur de vous là, qui vous fait bouger comme ça. C'est possible. Oui, alors peut-être qu'aussi après, il y a entre guillemets, il y a la peur de l'inutilité. Voilà, c'est aussi une peur, je le confesse, mon père. Il y a la peur de l'inutilité.
Non, mais je ne veux pas être inutile, c'est sûr. Et si en fait, on fait de cette maxime de l'utilité, être utile aux autres, et qu'on se met à donner simplement 5% de son temps aux autres, et comme ça existe déjà en France, dans plein d'associations bénévoles partout, les gens donnent de leur temps. Mais si on arrive à concentrer cette utilité et faire en sorte que tout le monde comprend qu'en donnant un petit peu de temps chaque semaine, qu'on soit riche ou pauvre, on va vraiment trouver des solutions d'échelle. Parce que nous, on a lancé simplement un exemple. Si après d'autres associations le font à côté, super. Vraiment, on sera content. Mais si on a pu aider, par exemple, 20 agriculteurs, même financièrement, c'est le maximum qu'on aura pu faire avec une cagnotte qui a duré 4 mois. Alors, ces 20 fermes, il y a de tout. Hein. Il y avait de l'aviculture, il y avait des poules, il y avait du lait, il y avait des patates, il y avait des lentilles, il y avait vraiment tout. Hein. Il y avait une grande diversité, il y avait du foin, il y avait plein de choses. Mais ce n'est que 20 agriculteurs. Et ils sont 300 000. Vous voyez? Par contre, ces 20 agriculteurs, ces 20 paysans, eh ben on a réussi en fait à les convaincre, et bien que bon, ça se fait dans l'adversité, ça se fait quand ils en ont besoin. Parce que sinon, ils sont sur leur tracteur, ils sont en train de moissonner, ils sont en train de semer, ils n'ont pas le temps. Eux-mêmes n'ont pas le temps, en fait. Comme toutes ces familles françaises qui n'ont pas le temps, eux non plus n'ont pas le temps. Mais c'est quand ils sont dans la difficulté, où là, ils vont se dire, ouais, j'ai été bête, en fait. Effectivement, il fallait que je donne du temps, je consacre du temps, et je suis heureux que vous m'en consacriez aujourd'hui. On peut pas demander un jour aux agriculteurs de nous sauver si on ne se met pas nous-mêmes à les sauver maintenant. Vous voyez? Un jour, ils nous Tout à diront, fait. mais où étiez-vous quand j'étais sur mon tracteur en train de manifester? Pourquoi n'êtes-vous pas venu sur ma ferme bénévolement pour m'aider? Vous voyez? Tout ça. Et ils diront, bah oui, mais on Voilà. ne savait pas. Bah oui, mais c'est trop tard, il fallait savoir à Alors, l'époque. c'est Et on c'est- c'est- restera. c'est de se lever de son canapé et de faire l'effort d'aller aider son concitoyen, d'aller aider son confrère. Voilà, Et donc, les gens peuvent toujours aller sur, j'espère que vous montrerez le lien, sur www.cagnotte-résistance-agricole-2024.com. Ils peuvent toujours y aller s'ils veulent, s'enregistrer en tant que bénévole, laisser 1 € s'ils veulent également. Bref, ils peuvent le faire. En parlant de cette agriculture, on a vu que c'était pas seulement les Français qui étaient touchés. On va dire que c'était un mouvement presque européen. Il y a eu les Allemands. D'ailleurs, ça a commencé, je crois, de l'Hollande et de l'Allemagne, hein, si je me souviens, si mes mémoires sont bonnes. C'est un peu européen. De toute façon, c'est plus qu'européen, c'est que le capitalisme prédateur prédate justement et pousse les agriculteurs, les paysans, enfin, il pousse les paysans à devenir des agriculteurs et ensuite les agriculteurs à devenir en fait des financiers, des boursicoteurs. Non, c'est pas ça. On a financiarisé, toute l'économie est financiarisée et on a financiarisé l'agriculture et on a détourné en fait les paysans de leur vocation, voilà, qui est celle de nourrir. Alors beaucoup l'ont encore cette vocation, bien sûr, mais ils sont terrorisés par le cours de la bourse, le cours de bourse du mil, du sorgho, du maïs, du blé. C'est ça qu'ils regardent en permanence, parce qu'ils savent que derrière, si la bourse de Chicago ou ailleurs dévisse, eh bien en fait, ils vont perdre des dizaines de milliers d'euros, ou parfois des centaines de milliers d'euros. Donc tout est malheureusement interconnecté avec cette finance prédatrice, ce qui n'était pas le cas du temps de la royauté, où, comme le rappelle magnifiquement Marion Sigaud, le blé était en fait c'était pas un privilège royal, c'était la chasse gardée de la royauté, parce que le roi savait que l'évolution du prix du grain, du blé, peut être un facteur d'instabilité majeure, bien sûr. Donc il y avait une police des grains, voilà. Ce qu'il n'y a plus le cas maintenant. Maintenant, c'est la loi du marché. C'est la loi Maintenant, sur on le peut développement spéculer, inclusif. on peut spéculer, tandis qu'avant, il y avait un tarif fixe pour le blé et les gens et les citoyens français pouvaient acheter du blé à un prix bon marché qui était, on va dire, on pouvait pas spéculer dessus. Voilà, il y avait un prix qui était fixe. Non, mais déjà, Marion Sigaud explique qu'il n'y avait pas de spéculation à l'époque, premièrement. Mais surtout, les marchands et spéculateurs venaient à la fin. Ils venaient en dernier. C'est-à-dire que les premiers qui étaient prioritaires pour l'achat du blé, eh bien, c'était tous les gens qui en avaient besoin pour manger. C'était le peuple. Pas qui en ont besoin pour le transformer. Pas qui en ont besoin pour le spéculer. Pas qui en ont besoin pour transformer le blé, en argent. Pas ça du tout. Donc, on est rentré dans un monde totalement inversé. Et votre question sur les institutions européennes,
Bon, les institutions européennes, c'est du vent. Voilà. Mais parce que là, je dis cette question-là, capitaine, parce qu'il y a les élections européennes là qui arrivent bientôt et donc si vous pouvez nous expliquer un petit peu de quelle façon voter ou alors qui choisir, parce que voilà, il y a une pléthore de politiques, mais si Alors maintenant, déjà, pourquoi voter? Pourquoi voter dans un système qui est totalement verrouillé par des forces occultes qui tiennent un agenda secret et qui ont créé le vote, ou plutôt l'illusion démocratique, pour nous faire croire en fait que nous avons une forme de pouvoir. Non, nous élisons des maîtres, comme le rappelle d'ailleurs très bien Étienne Chouard. Nous élisons des maîtres. Et ces maîtres ensuite vont décider en fait des lois. Non, 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 c'est pas ce qu'on décide. Nous, en fait, il faudrait à la rigueur qu'on élise des techniciens du droit qui vont ensuite traduire au quotidien pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans de leur mandat nos volontés permanentes. Nos volontés permanentes, pas la volonté une fois sur une élection. C'est pour ça que la plupart des Français se plantent en fait sur l'élection, parce qu'ils se pensent avoir du pouvoir. Non, vous avez le pouvoir de fermer votre gueule, et vous avez le pouvoir de payer des impôts, et vous avez le pouvoir de vous faire soumettre par Macron. Voilà le seul pouvoir que vous avez, quoi. Donc, si vous voulez un jour commencer à voir réellement la vérité de notre condition, parce que je la partage avec vous, cette condition, peut-être que vous allez vouloir vous révolter. Peut-être. Mais avant de vous révolter, il faut déjà que vous voyez la vérité de ce que vous êtes. Et vous n'êtes rien. Alors qu'en fait, vous pourriez être une goutte d'eau qui se transforme en fleuve, en océan, et un jour en vague et en tsunami. Mais aujourd'hui, vous n'êtes rien. Parce que vous n'avez même pas envie d'être un grain de blé, vous n'avez même pas envie d'être une goutte d'eau. Vous croyez en une illusion démocratique. Donc déjà, pourquoi voter dans un premier temps? Et si demain, les gens se disaient, bah, c'est quand même ma dernière cartouche avant la guerre mondiale, par acquis de conscience, je veux voter différentes choses. Si vous n'avez pas, on va dire, été sensible à ce premier argument, vous dites la démocratie marchera toujours, et ainsi de suite, machin, bon, pourquoi pas. Je vous dirais, bah, essayez de voter pour les moins mauvais ou pour les moins incohérents. Donc les plus cohérents avec leur démarche depuis des années. Donc c'est pour ça que j'avais fait un appel que je renouvelle d'ailleurs à voter pour l'UPR pour les élections parce que le RN est totalement sous contrôle. Totalement sous contrôle. Malheureusement. Les Patriotes sont simplement une copie de l'UPR permettant en fait à Asselineau d'avoir moins de voix et d'être affaibli aux élections, tout simplement. Les autres courants, alors l'UPR est républicaine aussi, donc moi je l'avais dit quand j'ai rencontré François Asselineau, je lui ai dit mais pourquoi, alors UP, oui, Union populaire, pourquoi pas, mais pourquoi pas avoir mis F, Union populaire française? Pourquoi républicaine? Ce qui vous enferme en fait déjà dans le jeu républicain. Alors que la France, c'est plus grand. La France, c'est la République peut-être, mais ça a été aussi le bonapartisme, mais ça a été aussi surtout la monarchie. C'est tout ça la France. Donc c'est des en tout grands. cas, c'est la France. Voilà, Union populaire française, ça sonnait bien aussi. Voilà. Ouais. La France, ça englobe tout ce que tu viens de dire, la République, la monarchie, le général de Gaulle ou le bonapartisme. C'est ça, c'est les républicanismes, le bonapartisme et le monarchisme. Voilà, c'est 3 courants métapolitiques qui font toujours la France d'ailleurs. C'est toujours eux. Et donc, bon, je lui ai posé la question. Bon, il avait été un petit peu surpris par ma question quand je l'avais rencontré. On avait passé un peu de temps ensemble et j'avais voulu un petit peu, on s'était un petit peu cuisiné un peu l'un l'autre pour savoir un peu ce à quoi on pensait et ce à quoi on croyait surtout. Mais après, au demeurant, c'est quelqu'un qui, dans un rapport intellectuel, moral, ça, est quelqu'un de vraiment très bien. Vraiment très bien. Mais bon, j'ai pas ma carte chez l'UPR, mais je trouve que dans tout le marigot, on va dire, des partis politiques félons qui sont en train tous de nous mentir, c'est le moins menteur, le moins incohérent. Voilà. Et vous pouvez Donc, renverser. en gros, l'UPR et on va dire les patriotes de Philippot. Voilà, c'est les deux seuls à la limite qui sortent du lot. Oui, mais en fait, les patriotes de Philippot, en fait, ne veulent strictement rien dire parce qu'ils sont soi-disant frexiteurs et ils s'allient avec des gens qui sont pour ils s'allient avec des gens qui sont contre le Frexit. Donc, je veux dire, what the fuck? Où est la logique? Il n'y en a aucune, en fait. C'est une logique électoraliste, c'est une logique de ramassage, d'élargissement électoraliste pour simplement essayer de passer, voilà.
Il y a des mecs comme Bardella qui n'ont rien foutu au Parlement européen pendant des années et qui nous font croire encore une fois que ça va être le grand soir et qu'une fois élus, vont refaire des choses, ils vont rien foutre du tout. Philippot, pareil, il a été au Parlement européen. Ben, dans ce cas, il avait qu'à initier le Frexit à l'époque. Commencer à le faire. Bon, peut-être qu'il n'avait pas encore compris l'importance de ce mouvement aujourd'hui. Peut-être qu'il n'avait pas encore compris. Donc, il veut y revenir pour lancer le Frexit, peut-être. Et peut-être que simplement, il veut juste avoir un poste et un salaire à plusieurs zéros à la fin du mois, tout simplement. Il faut pas non plus, on va dire, sous-estimer la partie, le caractère vénal et le caractère et la compromission de tout homme politique. Tout homme politique. En tout cas, moi, ce que je me souviens, c'est que la fois où on s'est rencontrés à Ucange ou au Fourneau, c'est que tu étais candidat à l'élection présidentielle. Très juste. Il fallait avoir quand même un certain culot pour un certain amour de la France pour pouvoir prétendre à l'élection présidentielle. Alors, culot beaucoup, parce qu'on était parti vraiment avec rien, 3 fois rien, et on a failli réussir, en fait, entre guillemets, un braquage électoral. Un hold-up. Oui, c'était un hold-up électoral, hein, vraiment, parce qu'en fait, j'ai eu 2 parrainages de maires, que je remercie toujours d'ailleurs. J'aurais peut-être pu en avoir 100, 200, voire 300. Vous voyez ? Mais, j'ai expliqué en d'autres vidéos, le collectif des maires résistants, malheureusement, était infiltré. Et ensuite, ils m'avaient donné. Ils avaient fait une assemblée, en fait. Ils avaient fait une réunion, une assemblée générale, avec tous leurs bureaux. Ils étaient 6 dans le bureau. Et les 6, à l'unanimité, avaient voté pour que le collectif des maires résistants, donc les maires, attribue les parrainages à Juvingue pour la présidentielle. Super. Et puis, entre-temps, toute une série, toute une équipe de bordilles de tous les horizons les ont appelés, les ont harcelés pendant 3 jours et les ont compromis, les ont corrompus. D'accord ? Donc, Fortanet, Lalanne, Azalbert, tous ces enculés-là, ils ont justement appelé le CDMR pour faire en sorte ensuite qu'à la fin, au bout de 3 jours, Fabrice Marchand dise non, en fait, les 5 veulent bien donner tous les parrainages à Juvingue, mais moi, Fabrice Marchand, président du CDMR, oui, on veut bien Juvingue, mais aussi tout le monde, c'est-à-dire personne. Et ça y est, encore une fois, toutes ces francs-maçonneries de merde citoyennes, avec toutes les personnes dont j'ai parlé, les Fortanet, les Lalanne et les Azalbert, tous ces traîtres, ont encore une fois réussi. Mais quand tu parles de Lalanne, tu parles de Francis ou tu parles du chanteur Francis Lalanne? Oui. Parce que lui, actuellement, il se présente, je crois, aux élections européennes aussi. Oui. Et il en a beaucoup contre Macron. Il n'arrête pas de se battre contre Macron. Vous faites presque, on va dire, vous êtes presque en parallèle, vous deux, quoi. Vous êtes quand même 2 résistants. Et c'est un imposteur. C'est un imposteur. Lalanne est un imposteur. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il se bat au crochet de tout le monde, en fait. Il a besoin d'argent en permanence pour vivre. Et donc, vu qu'il a besoin d'argent parce qu'il avait une fragilité financière, donc en fait, il a une vulnérabilité à la compromission. Donc, il a une vulnérabilité à toute personne qui lui offrira de l'argent. Donc, je doute très fortement que la candidature Lalanne soit une candidature qui soit absolument honnête et sans compromission. Moi, je pense que c'est une bordille absolue. Je l'ai côtoyé. Il m'a invité au restaurant, moi, Juvingue, d'accord, dans un petit Coréen. Il se rappellera s'il voit cette vidéo. Un petit Coréen à Paris. Parce qu'en fait, des personnes dans l'entourage d'Azalbert déjà à l'époque, quand j'avais fait les manifs en 2021, voulaient me récupérer pour en fait créer un mouvement, créer les gilets rouges. Et ça a duré 1 semaine, et au bout d'1 semaine, je les ai envoyés se faire foutre, tous ces gens-là, qui étaient en fait des francs-maçons. D'accord ? Et j'ai averti là, je lui ai dit, attention Francis, tu vas être dans un piège avec des francs-macs. Attention. Et ils vont essayer de te manipuler. Mais vu que lui, il voulait que ça, que le fric, il a foncé. En tout cas, les francs-maçons, il me semble que tu les as côtoyés à un moment donné. Quand tu étais, à l'époque que tu étais capitaine, est-ce qu'ils ne sont pas venus pour te coopter un petit peu? Oui, tout à fait. Ils m'avaient coopté pour rentrer chez eux. Donc, au début, je n'étais pas catholique. J'ai pas reçu de catéchisme étant jeune, différentes choses. Donc, je ne connaissais rien à rien. Et donc, effectivement, ils m'ont coopté pour rentrer chez eux. Je suis rentré
à la Grande Loge nationale de France, la GLNF, où j'y suis resté quasiment 7 ans. J'ai passé les 2 premiers niveaux, apprenti et compagnon, puis après je suis parti. Parce que je me disais, bon, ok, ils sont très sympas là-dedans, mais où est Dieu? Où est Dieu? Vous voyez. On va dire que Dieu, lui, il t'a pas lâché, hein. Voilà, On donc va où est dire que Dieu? même si tu t'étais égaré un petit peu, il est revenu te saisir, quoi, tu vois. Et Il maintenant, est et maintenant, il est là, quoi. Il est présent en ton cœur et voilà, tu es un il- soldat du Christ, quoi. Tu fais partie de son élite, là, en France, en tout cas. Parce que moi, je te suis, hein, ça fait des années, mais tu te bats tout le temps, quoi. Tu restes pas en place. ouais, mais il est là Bravo. tout. Dieu est là pour tout le monde. Donc, Il est moi, là toi, pour tout le monde, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas là pour Dieu. Il n'y a pas tout le monde qui comprend ça. C'est ça le problème. et c'est là le grand, on va dire le grand malheur, où j'appelais tout à l'heure les personnes à dire, si vous voulez vous faire un cadeau, rallumez votre foi personnelle, rallumez la foi de vos enfants, rallumez la foi de vos familles, et allez vers les sacrements, allez au moins vers le baptême, au moins ça, parce que la vie n'est pas que matérielle, elle est spirituelle et il y a fort à parier qu'il existe autre chose après notre passage sur Terre. Et je suis pas certain que Ouais. l'enfer et le purgatoire soient très agréables. Non, franchement, voilà, notre combat, il est sur Terre et sur Terre se joue notre ciel. Oui, Voilà. bien sûr. Il faut le dire aux gens qui nous regardent. Pourquoi on est si actif? Pourquoi on se bat pour la vérité? Mais parce que quelque part, on veut aussi le ciel. On veut aussi que les gens qui sont autour de nous puissent l'acquérir, ce ciel. C'est ça aussi le combat de chaque résistant. C'est pas seulement pour soi, mais c'est aussi pour les autres. C'est avant tout pour les autres. C'est-à-dire que on se sauvera d'autant plus qu'on sauve les autres. Mais c'est pas le fameux triangle de Cartman, sauveur, victime, bourreau, machin. C'est pas ça du tout. C'est c'est la Trinité. C'est pas le triangle de Cartman. C'est trinitaire. C'est-à-dire, en sauvant les autres, je me sauve moi-même. Se sauver Eh ben, soi-même en oh, sauvant les autres. Et oh, c'est ça qui pourrait être le vrai déclencheur d'une altérité, voire d'un altruisme puissant. Parce qu'en fait, on sait que déjà, on sait que la nature a horreur du vide et que toutes les choses se transforment ici-bas, bien sûr. Mais quand on rajoute ce supplément d'esprit, ce supplément d'âme, mais on a ensuite la certitude que toutes nos actions seront jugées. Il ne faut pas être que catholique à l'époque, même les Égyptiens avant le savaient, qu'ils ils passeraient en jugement et qu'il fallait que leur cœur et leur âme soient aussi légères que la plume. Vous voyez. un peu comme Saint Michel Archange, hein. On dit que Saint Michel Archange pèsera notre âme. C'est juste ou pas? C'est catholique, ça, hein. C'est catholique. C'est peut-être le fruit d'ailleurs d'un syncrétisme lointain, peut-être. En tout cas, vraiment, capitaine, je suis vraiment content que vous êtes venu dans le web de Néo Salva. On a pu un petit peu parler un petit peu de tout. J'aurais voulu savoir aussi un petit peu votre ressenti sur les futures élections américaines. On sait que Trump il y est favori. Est-ce que vous pensez que si Trump devient président, le cours du monde peut changer, on va dire, hein. Le cours du monde, non, ne changera pas. Ça reste une grande nation puissante, puissante en influence, puissante en médias, puissante en économie et puissante militairement, bien sûr. Donc, rien que le fait que Trump, s'il arrive au pouvoir, mette fin aux livraisons d'armes massives à Israël pour aplatir Gaza actuellement, ou en Ukraine pour lutter contre les Russes, rien que ça déjà pourrait faire souffler le monde entier. Mais c'est ce qui ne va pas arranger du tout les mondialistes sataniques, parce que eux, leur plan, c'est le retour de leur grand Machia. Il ne faut pas oublier que eux, ils sont en train d'allumer les feux de la guerre et de la colère et de la destruction de partout pour provoquer le retour du grand Machia. Donc, Entre parenthèses, c'est le Christ israélien, hein. C'est juste pour que les gens puissent comprendre, hein. Voilà. leur Messie, c'est pas le Voilà, Christ, leur Messie. c'est leur Voilà. Messie. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que Netanyahou est autant entouré d'ailleurs de messianiques, de personnes avec. Ouais, d'orthodoxes juifs d'ultra-droite, on va dire. Voilà. Ils sont même ni à droite ni à gauche, c'est des messianiques. Et si on était vraiment on va dire dans une représentation vraiment théologique ancestrale, on pourrait dire plutôt qu'ils sont à gauche en fait. C'est pas politique. C'est-à-dire qu'avant, on dit à la droite du Seigneur.
pas à sa gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, droite-gauche, c'est pour battre en brèche un peu tous les gens qui ont cette acception, on va dire, contemporaine de la droite et de la gauche. La droite, en fait, c'était les vertus traditionnellement, hein, et à gauche, c'était les vices. À droite, la dextra, celui qui est dexter, celui qui a la main, la main de Dieu, la vertu, enfin bref. Donc, bref, donc il est entouré de tous ces messianiques. Hein, donc, je ne suis pas certain qu'il laisse Trump gagner. Et s'il gagne, il y a eu John Fitzgerald Kennedy, il y a eu JFK. Et ça, on va dire quand même que Trump, il est avisé, hein, on va dire qu'il doit être bien protégé. Mais c'est vrai que ce qui se passe actuellement en Israël, c'est un génocide, quoi. Faut dire ce qui est. Il y a des milliers et des milliers d'enfants qui meurent, c'est une catastrophe ce qui se passe. Ça a toutes les caractéristiques d'un génocide. Oui. C'est entre épuration ethnique et génocide, on est proche dans l'horreur. L'épuration ethnique, c'était ce qui était passé d'ailleurs en Yougoslavie, on s'en rappelle. C'était au mieux des déplacements de population, un peu musclés, mais sans trop de fracas, déplacements de population, donc pour épurer une zone ethniquement pour la rendre unitaire. Mais bon, au pire, ça devenait des tueries de masse, des massacres, et ça avait un caractère génocidaire. Là, ils sont pour, effectivement, déplacer les populations gazaouis. Je rappelle que Gaza, en Palestine, enfin, je veux dire, il y a Gaza, il y a la Cisjordanie, il ne faut pas oublier. Tout ça, c'est les Palestiniens. Les Palestiniens, c'est à la fois Gaza et la Cisjordanie. Là, on se concentre que sur Gaza. Pourquoi? Parce que l'agenda, malheureusement, de quelques Israéliens, parce que ce n'est pas le peuple d'Israël, hein, beaucoup d'Israéliens manifestent aujourd'hui contre tout ça. Oui, c'est vrai que c'est pas unanime. Il y a beaucoup d'Israéliens, et on l'a vu il n'y a pas longtemps, qui manifestent contre le régime de Netanyahou. Hein. Voilà. Faut dire ce qui est. Ils ne sont pas d'accord pour ce qui se passe. Hein. Mais ces quelques élites israéliennes qui sont teintées de messianisme talmudique, d'accord, sont en train d'effectuer un véritable génocide. Et là-bas, n'oublions pas qu'en Palestine, effectivement, il y a beaucoup de musulmans, mais il y a aussi des chrétiens. Et ça, faut pas. Ben oui, il y a eu des églises chrétiennes qui ont été bombardées aussi. Hein. Oui. Je pense que les seuls véritables arbitres de ce conflit auraient dû être en fait les catholiques. Et pourquoi pas le pape en personne? Parce que il a lancé des appels à la paix. Nous sommes sur des lieux saints. Nous sommes sur des lieux saints catholiques. Donc là, il y a... C'est gigantesque ce qui se passe là-bas. Gigantesque. C'est quelque part, dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines de ça, avec l'abbé Salnave, il a parlé comme quoi ils allaient reconstruire le troisième temple justement pour faire venir le nouveau Messie, voilà, le Mashiach. Et qu'il fallait qu'il y ait une guerre, il fallait qu'il y ait le chaos en fait pour que ça arrive. Et c'est ce qu'il y a actuellement, c'est le chaos. Hein. On peut pas dire que c'est pas le chaos. Hein. Et malheureusement, la seule divinité qu'on puisse invoquer par le meurtre, par la peur, par la destruction, par la colère, par ça, c'est le diable. C'est le seul. Donc, ils sont en train, en fait, d'invoquer le retour du diable ou de ses fils. Après avoir manipulé pendant des années l'instrument d'un de ses fils, Mammon, qui est l'argent, voilà. Là, ils sont en train effectivement d'invoquer le retour du diable. Quoi. Et ils en sont les serviteurs. Ceux qui font ça. Bon, en tout cas, tu vois, cette bataille, elle a commencé il y a plus de 2000 ans et elle se poursuit encore aujourd'hui. Hein. On est en pleine eschatologie, hein, entre quelque part le bien, les 1% de personnes qui comprennent ce qui se passe et qui se battent pour, et les autres 1% qui se battent contre. Et entre, il y a 97 ou 98% de personnes qui ne savent pas trop ce qui se passe et qui sont là, quoi. Et qui malheureusement ne comprendront encore moins ce qui va s'abattre sur eux quand ce que je pense, hein, c'est ce en quoi je crois, et malheureusement j'y crois, malheureusement, qu'il va y avoir un déchaînement en fait de violence généralisée.
en guerre mondiale ou en guerre civile. Voilà, tout simplement. Et c'est que c'est à travers ces guerres civiles et ces guerres mondiales, et cette guerre mondiale, que les peuples du monde vont être éprouvés. La France en fera partie, tiendra une place très importante. Et que c'est à la suite de cette épreuve qu'on pourra prétendre être des peuples libres ou pas. Mais aurons-nous été libres par notre combat pour la liberté, pour la vérité? Aurons-nous été libres parce qu'on aura été solidaires? Aurons-nous été libres parce qu'on a été charitable? Enfin, tout ça, quoi. Toutes ces choses-là qui sont en fait observées, qui sont mesurées quand l'épreuve nous est tendue. Les épreuves sportives servent à mesurer si on est suffisamment entraîné et si on est performant. Bien, l'épreuve eschatologique dans laquelle nous sommes, après l'épreuve du mensonge de la maladie et du mensonge de la famine, on aura le mensonge de la guerre. Mais des mensonges, ça veut simplement dire que maladie, famine, maladie c'est le Covid, hein. Maladie, famine comme guerre ne sont des mensonges parce ils sont tous artificiels. Ils servent tous à nous priver de notre liberté. Ils servent tous en fait à gommer le message du Christ, qui est un message émancipateur, un message libérateur, tout simplement. Et donc, si on a peur, on se recroquevillera sur nous-mêmes. Si on a peur, on sera moins charitable. Si on a peur, on sera désunis. Si on a peur, on pourrait même commettre des exactions violentes et provoquer la mort. Voilà la peur, où elle va nous mener. Mais si on se met à avoir un peu plus, au moins un peu de foi et de charité, enfin de foi, d'espérance, enfin, bref, toutes ces vertus, peut-être qu'on pourrait arriver à sauver au moins un noyau dur de personnes susceptibles de nous aider à refonder ce pays. Alors, écoute, capitaine, je vais finir sur une note d'espoir, d'accord? Parce que le calendrier et le calendrier du temps, il s'apprête à ça. On est le 8 mai aujourd'hui. La vidéo, elle sera peut-être publiée demain. En tout cas, demain, c'est l'ascension. Demain, notre Seigneur monte au ciel et nous envoie l'Esprit Saint. Cet esprit de vérité qui nous donne confiance, qui nous rappelle tout ce que Jésus a fait et qui donne aussi l'espérance. Et puis, le deuxième dimanche du mois de mai, on va fêter Sainte Jeanne d'Arc. Alors, moi, en l'occurrence, je vais aller fêter ça, je vais aller rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc avec Cassandre Fristo, que tu dois connaître. Oui, j'ai Cassandre Fristo, c'est celle qui a pris la pancarte et qui a dénoncé un petit peu, voilà. Donc, nous, on va rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc. Et Dieu, avec cette petite gamine, parce que c'était une adolescente à l'époque, il a réussi à déjouer les plans machiavéliques de l'Angleterre et aussi des Bourguignons, il me semble. Donc, mais il a fallu que des Français guerroient. Voilà, donc. Et que des Français se battent. Et il laisse la vie. Alors, aussi. Moi, je dis que si il y a l'antéchrist d'un côté, il y aura le Christ de l'autre. Oui. Et gardons la foi, gardons l'espérance, prions, allons au combat, mais j'en suis sûr qu'à la fin, la vérité triomphera. Ça, c'est ma note positive. Tu vois, dans ce marasme, moi, je garde la foi. Je garde la foi et je sais qu'on va être un. Voilà. On gagnera. On gagnera. En tout cas, voilà, l'heure, elle est passée, capitaine. Ça m'a fait grandement plaisir de t'avoir parmi le web de Neo Salva. Donc, je te souhaite un bon 8 mai. Et puis, voilà, c'est un jour de la résistance dont tu en fais partie. Et puis, je te dis à la prochaine. Est-ce que tu vas organiser ou est-ce que tu vas aller dimanche voir une statue de Sainte Jeanne d'Arc ou te recueillir auprès d'elle? J'aurai mon catéchisme samedi, parce que je continue le catéchisme pour adultes. Même si je suis baptisé communion, je me rends compte que je n'avais pas suffisamment de connaissances, donc je dois continuer mon catéchisme samedi. Et effectivement, après dimanche, ce sera cette occasion-là aussi. Et ensuite, on continuera aussi le combat tous les autres jours. Et je serai non pas ce jeudi-là, mais jeudi prochain, de la semaine prochaine, sur Marseille, pour aussi, encore une fois, des réunions. Je continue en fait les réunions fréquentes pour animer le réseau des CSP, les comités de salut du peuple, mais aussi pour promouvoir en fait notre fonds d'investissement qui est la foncière financière libre. Voilà. Donc, écoute, on t'attend en Lorraine, hein, en passant par la Lorraine avec les sabots, nos sabots. Hein, on passe par la Lorraine. Hein. D'ailleurs, personnellement, je t'invite au mois de juillet. Alors, j'ai pas la date exacte, mais je te la donnerai, mais il faut compter vers le 20 juillet.
le pèlerinage à Dorémy de Sainte-Jeanne d'Arc. Ah, Alors, c'est il y avait chouette. eu Pierre Hillard qui était venu, Alain Escada qui est venu, et pourquoi pas le capitaine Alexandre Alain Juvet. Pourquoi Ben, si pas. vous m'invitez, Ah, ça bien serait très sûr. chouette. Ouais. Ah ouais, voilà. Mm. L'invitation est lancée, tu verras bien selon ton emploi du temps. En tout cas, je te relancerai. Ok, Alors, ben, ça marche. les amis, n'hésitez pas à vous abonner à NeoSalva, voilà, en cliquant sur le lien YouTube, cliquez la cloche, voilà, on était en direct avec le capitaine. Voilà, capitaine, au revoir, capitaine, à la Merci. prochaine. Et que Dieu vous garde. Ok, merci.